La pluie d'automne tambourinait contre les vitres de la maison des Mercey. Roland était assis à la table de la cuisine, ses doigts calleux enroulés autour d'une tasse fumante de café noir. Ses yeux, formés par des années d'entraînement militaire, balayaient distraitement le journal, mais son esprit était ailleurs. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé. » Roland leva les yeux. « Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. » Dans l'embrasure de la porte, sa fille de 6 ans, Marley, se tenait là, serrant contre sa poitrine son éléphant en peluche. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda Roland en posant son journal, accordant à sa fille toute son attention. C'était leur premier week-end seul depuis que Nora était partie la veille pour un autre voyage d'affaires. « Il y a une drôle de lumière rouge derrière la grille d'aération du salon, » expliqua Marley en pointant vers la pièce principale. Elle clignote. C'est peut-être un œil de monstre. Une légère tension saisit la poitrine de Roland. La même sensation que celle qu'il avait eue en Afghanistan. Quand tout devenait trop silencieux. Allons voir ce monstre, d'accord, dit-il avec un calme calculé. Il suivit Marley dans le salon. Elle pointa vers la grille d'aération au sol, près de la baie vitrée. Roland s'accroupit, ses genoux craquant légèrement. À travers les fentes, il le vit, une petite lumière rouge, clignotante, régulière. « Recule un peu, ma chérie, » dit-il, la voix toujours posée, mais le corps tendu comme un arc. Il retira délicatement la grille et jeta un œil à l'intérieur. Ce qu'il vit lui glaça le sang. La lumière rouge était fixée à une carte électronique, elle-même connectée à ce qui semblait être un dispositif explosif compact. Ses années d'entraînement prirent immédiatement le relais. « Marley, » dit-il d'un ton calme, malgré l'adrénaline qui inondait ses veines. « Tu te souviens de notre jeu d'urgence? Celui où on fait les valises très vite ?» Marley hocha la tête, les yeux écarquillés. Roland lui avait enseigné des protocoles d'évacuation déguisés en jeu, une vieille habitude de soldat que Nora appelait autrefois de la paranoïa. « On va jouer à ce jeu maintenant. Va chercher ton sac à dos, le rouge, avec les affaires d'urgence et prends Ellie avec toi. » Il désigna l'éléphant en peluche. « Elle voudra venir aussi. » Marley courut à l'étage. Roland, lui, examina rapidement le dispositif sans y toucher. Minuterie militaire. Déclenchement à distance. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. Et encore moins un hasard. Quelqu'un avait ciblé sa famille. Il sortit son téléphone et prit plusieurs photos du dispositif. Puis il fonça au placard du couloir, attrapa le sac d'urgence, une autre habitude que Nora avait moquée, et le portable sécurisé planqué dans le coffre de son bureau. Marley redescendit avec son sac. « J'ai pris mes trucs importants, papa. »« Parfait, ma puce. » dit Roland en la soulevant d'un bras. « On part pour une aventure. Mais il faut partir maintenant. »« Et maman ? Elle revient demain. » Roland resserra son étreinte autour de sa fille. « On l'appellera une fois dans la voiture. » Il la porta jusqu'au garage où était garé son pick-up. Après l'avoir attaché dans son siège rehausseur, il vérifia rapidement sous le véhicule, aucun autre engin suspect. Il démarra et recula hors de l'allée. Au coin de la rue, il jeta un dernier regard dans le rétroviseur. 4 ans. 4 ans qu'ils appelaient cet endroit « chez eux ». Son téléphone vibra. Le visage de Nora apparut à l'écran. Il hésita, puis rejeta l'appel. D'abord, mettre Marley en sécurité. Ils étaient à 3 km quand cela arriva. L'explosion ne fut pas aussi forte que Roland l'aurait cru. Un sourd grondement qui traversa calmement le quartier endormi. Mais le panache de fumée noire qui s'éleva derrière les arbres lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Papa, c'était quoi ce bruit ?» demanda Marley, serrant plus fort son éléphant. « Rien d'important, ma chérie, » répondit Roland, les jointures blanches crispées sur le volant. « Continue de jouer à ton jeu. » Il se gara sur le parking d'un dîner en bord de route, positionnant son pick-up pour avoir une vue dégagée sur la route et l'autoroute. Son téléphone vibra à nouveau. Pas Nora cette fois, mais une alerte info locale. Explosion signalée dans le quartier d'Oak Ridge. Les services d'urgence sont en route.
Roland composa un numéro. « Lionel, c'est moi. » dit-il quand l'appel fut pris. « J'ai besoin de ton aide. » La voix du bibliothécaire était calme, comme toujours. « Que se passe-t-il ? Quelqu'un vient de faire exploser ma maison. Je dois mettre Marley en sécurité. » Un bref silence. Puis Lionel répondit. « La clé de la cabane est à sa place habituelle. Je te rejoins là-bas dans 2 heures. Apporte ton matos. » Et Lionel ne dira rien à personne. Roland raccrocha. Dans le rétroviseur, il regarda Marley dessiner des formes sur la vitre embuée, en fredonnant doucement. Il devait la protéger. Découvrir qui avait essayé de les tuer. Il reprit la route, optant pour un itinéraire sinueux vers les montagnes. Ils croisèrent plusieurs véhicules d'urgence roulant à vive allure dans l'autre sens, gyrophares allumés, reflétés dans le ciel gris. Son téléphone sonna de nouveau. Nora. Il décrocha, haut-parleur activé. Roland ? Tu es là ? Sa voix était tendue, presque paniquée. Je viens de voir les infos. Il y a eu une explosion chez nous. Est-ce que toi et Marley allez bien ? Roland croisa le regard de sa fille dans le miroir. Il posa un doigt sur ses lèvres. On va bien, répondit-il d'un ton neutre. On n'était pas à la maison. Dieu merci. La voix de Nora laissait transparaître un véritable soulagement. Ils disent que c'est une fuite de gaz. Je rentre tout de suite. Vous êtes où ? Je viens vous chercher. La mâchoire de Roland se contracta. Pas nécessaire. On est en sécurité. Je te contacterai quand j'en saurai plus. Roland, s'il te plaît. Je dois me concentrer sur la route. Je te rappellerai. Il coupa l'appel. C'était maman ? demanda Marley. Oui, ma chérie. Elle s'inquiétait pour nous. Elle vient aussi pour l'aventure ? Les yeux de Roland balayèrent les rétroviseurs, à la recherche de véhicules suspects. Pas tout de suite. Pour l'instant, ce sera juste toi et moi. Quand ils arrivèrent à la cabane de Lionel, Roland avait pris 6 détours différents. Et changé 2 fois de plaque d'immatriculation, utilisant des jeux qu'il gardait cachés dans son sac d'urgence, juste pour ce genre de situation. Il gara le véhicule à l'arrière, hors de vue depuis la route principale. Son téléphone vibra de nouveau. Une alerte info. Il lut et il sentit que ses soupçons se confirmaient. Les premiers rapports évoquaient une explosion localisée. Mais le chef des pompiers doutait de la théorie de la fuite de gaz. L'explosion avait été trop bien maîtrisée. Trop précise. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait voulu les tuer. Lionel arriva 90 minutes plus tard, sa vieille Volvo grinçant sur l'allée en gravier. Roland observait depuis la fenêtre, une main posée sur l'arme qu'il avait récupérée dans le coffre-fort dissimulé de la cabane. « Tonton Lionel !» s'écria Marley en se précipitant vers la porte. Un homme grand et mince entra, les bras chargés de sacs de provisions et d'une sacoche en cuir usé. « Mademoiselle Marley !» dit Lionel, son visage sérieux s'adoucissant. Il posa ses sacs pour lui faire une vraie étreinte. « J'ai apporté du chocolat chaud, et ces petits biscuits en forme d'animaux que tu aimes. » Pendant que Marley s'occupait dans la petite cuisine, Lionel s'approcha de Roland. « Je suis passé devant leur maison en venant. Elle n'est pas entièrement détruite, mais le salon et l'entrée ont disparu. Les pompiers et la police parlent d'une explosion due au gaz. » « Ce n'était pas ça, » répondit Roland d'un ton sec. « J'ai vu l'engin avant qu'on parte. Minuterie de qualité militaire. Déclenchement à distance. Quelqu'un l'a placé là, délibérément. » L'expression de Lionel resta impassible. Mais ses yeux s'étaient durcis. « Qui voudrait ta mort, Roland ? C'est ce qu'on doit découvrir. » Roland sortit son téléphone, montrant à Lionel les photos qu'il avait prises de l'engin. « J'y retourne ce soir. Je dois récupérer ce que je peux avant que les preuves disparaissent. » À la tombée de la nuit, Roland avait enfilé des vêtements sombres et rempli un petit sac à dos d'outils. Il passa 1 heure avec Marley, lui lisant des histoires, la rassurant. « C'est une mission spéciale, mais pas dangereuse, » lui dit-il en l'abordant dans le petit grenier de la cabane.
Et tonton Lionel fait les meilleures crêpes du monde pour le petit-déj. Meilleures que les tiennes, demanda Marley d'une voix endormie. Bien meilleures. Les miennes brûlent toujours. Il embrassa son front. Je t'aime, mon trésor. Le trajet jusqu'à la maison prit 40 minutes. Roland se gara à 3 pâtés de maison, avançant à pied, utilisant les jardins voisins et les arbres pour ne pas être vu. La maison était délimitée par un ruban de police, mais aucun agent ne restait sur place. Il s'introduisit par l'arrière, évaluant les dégâts. L'avant de la maison était détruit. Mais les pièces à l'arrière restaient globalement intactes. À l'aide d'une petite lampe torche, Roland traversa la cuisine pour atteindre ce qui restait du salon. L'explosion avait été centrée exactement à l'endroit où il avait vu l'engin. Conçu pour tuer quiconque se trouvait là, sans raser toute la maison. Ce n'était pas une question de destruction matérielle. C'était une tentative d'élimination ciblée. Lui, et Marley. Roland fouilla méthodiquement les débris à l'épicentre. Parmi les restes calcinés, il trouva ce qu'il cherchait, un circuit imprimé partiellement fondu. Dans son bureau, la porte avait été forcée, bien que l'explosion ne l'ait pas touché. Ses dossiers verrouillés avaient été fouillés. Et le serveur sécurisé contenant les enregistrements de sa caméra de sécurité avait été altéré. Toutes les vidéos de la semaine écoulée, effacées. Seules 2 personnes avaient les identifiants d'accès à distance de ce système. Lui, et Nora. Le jour commençait à se lever lorsque Roland revint à la cabane. Lionel était déjà éveillé, son ordinateur portable ouvert sur la table rustique. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il en voyant Roland déposer les fragments du circuit imprimé. Les vidéos de sécurité ont été effacées à distance. Quelqu'un ne voulait pas être vu en train d'entrer dans la maison. Roland retira sa veste. « J'ai besoin que tu analyses ces fragments. Vois si tu peux retrouver les composants. » Des pas légers sur l'escalier les interrompirent. Marley apparut, serrant contre elle son éléphant en peluche. « Papa, t'es revenu. » Roland la rattrapa alors qu'elle sautait dans ses bras. « Je t'avais promis, non ? Je tiens toujours mes promesses. » « Ellie t'a manqué, dit-elle en lui tendant l'éléphant. Elle a parlé toute la nuit. Roland prit la peluche, sentant quelque chose de dur à l'intérieur. « Elle a parlé ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? » « Elle a dit qu'elle avait un secret, » répondit Marley en chuchotant. « Maman l'a mis à l'intérieur avant de partir. » Le sang de Roland se glaça. Il palpa délicatement les coutures de l'éléphant, découvrant une ouverture récemment recousue. À l'intérieur, un petit objet dur. « Marley, et si tu aidais tonton Lionel avec ses fameuses crêpes ?» proposa Roland d'une voix légère. « Je dois vérifier un truc dans mon camion. » Une fois seul, Roland retira une petite clé USB cachée dans la peluche. Quoi qu'elle contienne, Nora voulait que Marley la garde. Ou que Roland la trouve. Il la connecta à un ordinateur sécurisé, lançant des analyses antivirus avant d'en ouvrir le contenu. Le disque ne contenait qu'un seul dossier, intitulé Assurance. Avec des dizaines de emails cryptés. En milieu d'après-midi, ils avaient réussi à accéder à la correspondance entre Nora et un individu identifié uniquement comme W. Le dernier message donna la nausée à Roland. « Il nous faut seulement quelques heures, puis c'est fini. Il ne survivra pas. Et la petite fera passer ça pour un incendie. C'est la seule solution. » Le message datait du matin où Nora était partie. Roland fixa l'écran, une rage glacée montant en lui. Sa femme ne l'avait pas seulement trahi. Elle avait planifié son meurtre. Et celui de leur fille. Merde. Il faut découvrir qui est ce W, dit-il entre ses dents. Déjà en train de chercher, répondit Lionel, ses doigts courant sur le clavier. Mais Roland, tu dois te préparer à cette idée, si Nora est mêlée à tout ça. Alors elle n'est plus ma femme, le coupa Roland, d'un ton glacial. Elle est juste une cible. Cette nuit-là, une fois Marley endormi, Roland et Lionel étalèrent sur la table de la cabane tout le contenu de la clé USB. Emails imprimés, relevés financiers, extraits de conversations. Une histoire glaçante prenait forme. La plupart de ces emails remontent aux 6 derniers mois, constata Lionel en les classant par ordre chronologique.
Mais il y a des références à des échanges, vieux de près de 2 ans. Roland examinait un passage particulièrement obscur. La solution de secours est prête. S'il se doute de quelque chose, on passe au plan B. Elle préparait ça depuis longtemps, murmura-t-il d'une voix vide. Pendant que moi, je lui apprenais à faire du vélo. Et que je croyais encore à notre famille. Pendant que nous planifions notre voyage d'anniversaire, ma femme réfléchissait à comment nous tuer. Lionel ajusta ses lunettes, l'expression grave. Ce n'est pas tout. Regarde ces transferts financiers. Il y a un motif. Des sommes énormes transitent par des sociétés écrans avant de disparaître dans des comptes offshore. Du blanchiment d'argent, à une échelle impressionnante. Plusieurs pays. Plusieurs devises. Qui que soit W, c'est un professionnel. Ce n'est pas seulement pour t'éliminer. C'est pour effacer des traces financières. Roland saisit une copie imprimée de l'un des premiers emails. Ici, Nora parle de la révision du contrat militaire. Ça doit être lié à son poste chez StraSec, cette entreprise de sécurité privée. Elle y est depuis 5 ans. Elle est montée en grade l'an dernier, stratège senior. Sa mâchoire se contracta. Elle a accès à des informations classifiées, et à des clients internationaux. Lionel tapa rapidement sur son ordinateur portable. Si on croise les dates de ces transferts avec les contrats militaires connus de StraSec. L'écran se remplit de points de données, formant un motif évident. Voilà, dit Lionel d'un ton sombre. Chaque transfert majeur a lieu exactement 14 jours après l'annonce d'un contrat de StraSec. Il siphonne les contrats de sécurité militaire. Et moi, j'étais le risque, conclut Roland. Le mari qui aurait pu remarquer des revenus inexpliqués, ou un comportement suspect. Et Marley, demanda Lionel à voix basse. Pourquoi la cibler, elle aussi? L'expression de Roland se durcit. Une assurance. La mort d'un enfant rend la mère endeuillée moins suspecte. Toute la nuit, ils assemblèrent les pièces du puzzle. Le téléphone de Roland vibra sans arrêt, des messages de Nora, de plus en plus désespérés. Il les ignora tous. Il n'avait Dieu que pour le dernier email trouvé sur la clé USB. Celui qui trahissait Nora, avec ses propres mots. Tout est prêt pour vendredi. Le dispositif s'activera à distance à 21h. C'est à ce moment-là qu'ils sont en général dans le salon. L'incendie devrait détruire toutes les preuves. Le temps qu'ils réalisent que ce n'était pas un accident, nous serons déjà installés ailleurs, avec les fonds sécurisés. Souviens-toi, rapide et propre. Pas de loose-ends. Pas de loose-ends. C'est ainsi que sa femme et son complice appelaient l'assassinat d'une fillette de 6 ans. Roland sentit quelque chose se figer en lui. Quelque chose de froid. De résolu. Nora avait planifié avec minutie, lui aussi le ferait. Mais contrairement à elle, il ne raterait pas. L'aube se leva sur les montagnes pendant que Roland chargeait les dernières affaires dans son pick-up. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'explosion. Il était temps de bouger. Rester au même endroit trop longtemps, était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. « Où est-ce qu'on va maintenant, papa ?» demanda Marley, serrant son sac contre elle. « Voir tante Penny ?» répondit-il en l'aidant à s'installer dans son siège. « Elle a un endroit spécial, où on peut rester un moment. » « Et l'école ? Madame Wilson va me manquer. » Roland attacha sa ceinture, le cœur serré devant la normalité que sa fille cherchait encore. « C'est des vacances spéciales. J'ai déjà parlé à ton école. » Un mensonge. En vérité, il n'avait contacté personne. Aucune trace. Aucun indice numérique. Pour le monde entier, Roland et Marley Mercer avaient disparu, dans l'explosion tragique d'une fuite de gaz. Lionel s'approcha du camion, un petit paquet à la main. « Des téléphones jetables » murmura-t-il en les lui tendant. « Intraçables. Contact toutes les 12 heures. Même protocole qu'avant. Et pour la piste StraSec ? J'y travaille. J'ai identifié 3 employés aux initiales EW. Je réduis le champ. » Lionel jeta un œil vers Marley, puis baissa encore la voix. Nora s'agite. Elle a signalé ta disparition hier.
La police ne prend pas ça au sérieux pour l'instant. Ils pensent que tu te caches en famille après l'explosion. Parfait. Qu'ils pensent ça. Roland lui donna une tape à l'épaule. Fais attention à toi. Ces gens ne plaisantent pas. Le trajet jusqu'à la cabane reculée de Penny dura 4 heures. Roland prit plusieurs détours, changea de véhicule à un point convenu à l'avance. Sa sœur avait toujours valorisé sa discrétion. Elle vivait hors réseau, dans une propriété forestière invisible sur les cartes officielles. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Penny les attendait sur le porche, les bras croisés sur ses avant-bras tatoués. À 29 ans, elle ressemblait plus à Roland qu'il ne l'admettrait jamais. Le même regard scrutateur. La même mâchoire obstinée. Tonton Roland a amené une amie, lança-t-elle par-dessus son épaule. Depuis l'arrière de la cabane, une femme aux cheveux foncés, coupés courts, apparut. Posture alerte mais détendue. Roland la reconnut aussitôt. Raven, salua-t-il avec un hochement de tête. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Penny a dit que tu avais besoin de quelqu'un qui s'y connaît en incendie, répondit-elle calmement. Raven Cole. Son ancienne voisine. Ex-pompière. Elle le scruta attentivement. Je me suis dit que mon expertise pourrait servir. À l'intérieur, pendant que Penny montrait à Marley le petit atelier où elle créait ses dessins de tatouage, Roland mit Raven au courant. Tu veux dire que ta femme a essayé de te faire sauter? Les sourcils de Raven se levèrent. La même femme qui a organisé la vente de charité des pompiers l'an dernier? La même. Roland étala les preuves. Elle est quelqu'un dans son entreprise blanchisse de l'argent via des contrats militaires. Nous étions des obstacles. Raven parcourut les emails, son expression se durcissant. Et ils étaient prêts à tuer une enfant pour effacer leurs traces. J'ai besoin de toi. Pour protéger Marley. Quelqu'un que Nora ne connaît pas. Quelqu'un qui sait se défendre. Roland la fixa droit dans les yeux. Je ne peux pas être avec elle 24 juillet pendant que je traque ces gens. Il me faut quelqu'un en qui j'ai confiance. C'est bon, dit Raven sans hésiter. Mais tu dois savoir, s'ils viennent pour elle, je ne me contenterai pas de me défendre. C'est ce que j'attends de toi. Roland se tourna vers Penny et Marley qui revenaient. Ma puce, t'as vu les dessins de tante Penny? Marley hocha la tête, ravi. Elle va m'apprendre à dessiner des dragons. Je peux, papa, s'il te plaît? Bien sûr, répondit Roland en forçant un sourire. Installe tes affaires de coloriage pendant que je parle à tante Penny, d'accord? Une fois Marley occupée, Roland prit sa sœur à part. Il faut que tu lui apprennes plus que des dragons. Les techniques de contre-surveillance qu'on avait apprises petit, transforment les enjeux. Il faut qu'elle s'en souvienne. Le visage de Penny s'assombrit. Elle a 6 ans, Roland. Et quelqu'un a tenté de la tuer, il y a 3 jours. Elle a besoin d'être préparée. Pas effrayée. Et tu sais comment faire. Ce soir-là, alors que Roland se préparait à repartir, Marley s'agita. Tu peux pas partir, papa. Tu as promis qu'on resterait ensemble. Son petit visage se froissa, déformé par la peur. Roland s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains. Tu te rappelles quand on a parlé des chevaliers courageux? Parfois, ils doivent quitter le château pour aller combattre le dragon. Mais ils reviennent toujours. Et si le dragon te mange? Murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Alors toi, tu seras en sécurité avec tante Penny et mademoiselle Raven. Mais ça n'arrivera pas. Il lui tapota la poitrine, juste au-dessus du cœur. Je serai toujours là, même quand tu ne me verras pas. Et je t'ai déjà menti, toi et moi. Marley secoua la tête, en reniflant. Dessine tout ce dont tu te souviens, d'accord? Tout ce que tu as vu. Et ce qu'il entendit, c'était comme ce qu'ils avaient répété. Ce n'était pas simplement du réconfort. C'était une stratégie. La mémoire prodigieuse de Marley pour les détails l'avait toujours stupéfié. Comme s'il comprenait enfin, l'expression de Marley devint grave. Comme la boîte noire que maman a donnée à un monsieur, dit-elle. Roland se figea. Quel monsieur, ma chérie?
Le grand monsieur qui est venu à la maison pendant que tu faisais ton cours. Maman lui a donné une boîte noire et elle a dit, ça s'arrête maintenant. Marley inclina la tête. Elle semblait triste. Elle ne savait pas que je la regardais depuis les escaliers. Quand c'était, ça, demanda Roland, gardant une voix calme malgré le pic soudain de son rythme cardiaque. Avant qu'elle parte en voyage. Le jour où on a mangé des pizzas. 2 jours avant l'explosion. Roland croisa le regard de Raven au-dessus de la tête de Marley. Dans ses yeux, il lut la confirmation de ses propres soupçons. Tu peux dessiner cet homme pour moi? À quoi il ressemblait? Marley acquiesça. Il faisait chic. Comme les hommes dans le bureau de maman. Alors qu'elle commençait à dessiner, Roland attira Penny à l'écart. Je veux que tu sécurises cet endroit. Alarme périmétrique complète. Route d'évacuation cartographiée et répétée. Raven reste avec Marley en permanence. Et toi, tu vas où? Chasser, répondit Roland d'un ton glacial. Il commença par STRA-SEC. Le bureau exigu de Lionel, situé à l'arrière de la bibliothèque municipale, empestait le vieux livre et le café fraîchement préparé. Des cartes et des impressions recouvraient chaque surface disponible, et 3 écrans affichaient des flux de données variés. 3 EWS chez STRA-SEC, expliqua Lionel, pointant des profils d'employés. Edouard Winters, compte fournisseur. Elizabeth Walters, ressources humaines. Et Elia Ward, opération stratégique. Roland scruta les photos. Ward, dit-il enfin. Je l'ai déjà vu, à des événements de l'entreprise. Moi aussi, répondit Lionel, affichant un autre écran. Son profil est intéressant. Ancien contractuel militaire avec une grande expérience internationale. Spécialiste de la résolution de problèmes pour des clients à très haute valeur ajoutée. Traduction, élimination d'obstacles, observa Roland. Exactement. Quel est son lien avec Nora? Lionel hésita. Ils sont proches. Très proches. Il ouvrit un dossier contenant des photos de surveillance. Celles-ci ont été prises le mois dernier dans un hôtel à Seattle. Ce n'était pas exactement une réunion d'affaires. Les images montraient Nora et un homme grand, bien habillé, entrant dans une chambre d'hôtel. Sa main posée de manière possessive sur le bas de son dos. Roland ressentit un vide étrange en les regardant. Pas de jalousie. Ni de douleur. Juste la confirmation de ce qu'il soupçonnait déjà. Donc Nora et Ward sont amants, et partenaires d'affaires. Il semble, oui, confirma Lionel. Il ouvrit des relevés financiers. Et ils ont été très actifs. Sur les 18 derniers mois, environ 12 millions de dollars ont disparu via un réseau de sociétés écrans. Le schéma suggère un détournement de fonds issus de contrats militaires classifiés. Ceux que Nora conçoit, et que Ward exécute. Roland suivit la trace de l'argent. Ces transferts nécessitent une double authentification. Ils sont tous les deux impliqués. Et ils avaient besoin que je disparaisse, parce que... Lionel ouvrit un calendrier. Parce que l'audit annuel de sécurité est prévu pour le mois prochain, compléta Roland. STRA-SEC devra ouvrir ses comptes. Toute anomalie sera signalée. Exactement. Il manque de temps pour tout dissimuler. Lionel fit défiler d'autres documents. Et ce n'est pas tout. Ward a un passif. Il résout les problèmes proprement. 3 lanceurs d'alerte dans ses précédentes entreprises sont morts dans des accidents, peu après avoir soulevé des soupçons sur des irrégularités financières. Jamais rien n'a pu être prouvé. Et maintenant, avec le prochain accident. Le regard de Roland se durcit. Qu'en est-il de ses ressources? A-t-il des gens capables d'exécuter ça? Un nom revient sans cesse, Victor Lang. Lionel afficha le profil d'un homme au visage dur et au regard glacial. Ancien mercenaire, spécialiste des extractions et éliminations. Actuellement consultant en sécurité pour la division projets spéciaux de STRA-SEC. Roland sortit le dessin de Marley. Un croquis étonnamment précis d'un homme grand en costume, aux traits acérés et prédateurs, même à travers les yeux d'un enfant. C'était Elia Ward. Sans le moindre doute.
On a le mobile, les moyens et l'opportunité, dit Roland. Il nous faut maintenant des preuves solides. Assez pour les faire tomber définitivement. Ce ne sera pas facile. Ils ont bien effacé leurs traces. Pas parfaitement, répliqua Roland en montrant une anomalie dans les rapports financiers. Chaque système a ses failles. Il suffit de trouver les leurs. Ils travaillèrent toute la nuit, établissant les connexions, traçant leurs plans. Au matin, ils avaient l'ébauche d'une stratégie. Il ne s'agit pas d'émotion, expliqua Roland en épinglant des lieux sur une carte. Il s'agit de précision. On étudie leurs mouvements, on repère les schémas, on crée plusieurs pistes de preuves et on coordonne avec plusieurs agences à la fois. Tu pourrais aussi les tuer, observa Lionel d'un ton neutre. Avec ton passé, tu pourrais faire passer ça pour un accident. La mort, c'est trop rapide. Trop propre. Je veux qu'ils perdent tout, leur liberté, leur réputation, leur avenir. Je veux qu'ils vivent avec les conséquences de leurs actes. Une vengeance glaciale. Lionel hocha la tête. Ça va prendre du temps. Pas trop, répondit Roland en vérifiant sa montre. Ils ont déjà fait leur première erreur. Ils m'ont sous-estimé. Et ils vont en faire d'autres. Pendant 11 jours, Roland bâtit méthodiquement son dossier contre Nora Eward. Pendant qu'il le croyait perdu dans le chagrin et la confusion, il traquait chacun de leurs mouvements, documentait chaque action, tendait des pièges pour exposer leur opération. Le mari bouleversé qu'il s'attendait à voir paralysé par la trahison, n'existait pas. À sa place se tenait le stratège froid et calculateur que ses supérieurs militaires avaient un jour loué. Un homme qui savait que l'émotion était l'ennemi de la précision. Le quartier des entrepôts était silencieux dans la lumière pâle de l'aube. Des bâtiments abandonnés se découpaient contre le ciel gris. Roland se déplaçait dans l'ombre, chaque pas marqué par sa formation militaire. C'était le 5e site qu'il surveillait en 10 jours. Une propriété appartenant à l'une des sociétés écrans de Ward. Ce soir, sa patience fut récompensée. À travers ses jumelles, Roland vit un SUV noir s'arrêter près du quai de chargement. 2 hommes en descendirent. L'un d'eux était immédiatement reconnaissable, Victor Lang. Ils déchargèrent plusieurs mallettes métalliques et les transportèrent à l'intérieur de l'entrepôt. Roland photographia chaque mouvement, le déclencheur silencieux de l'appareil capturant les preuves. Son téléphone vibra. Un message de Lionel. Transfert financier terminé. 2,3 millions déplacés vers un compte au Caïman, numéro 45 692. Ward prévu d'y accéder demain. Une autre pièce du puzzle. Roland consulta sa montre. Dans 4 heures, Lionel enverrait anonymement le premier lot de preuves à la division des crimes financiers du FBI. Pas encore suffisant pour procéder à une arrestation. Mais largement assez pour ouvrir une enquête. Le premier domino venait de tomber. Le téléphone vibra de nouveau. Raven. Marley te demande, dit-elle sans détour. Elle a fait un cauchemar sur l'explosion. Elle a besoin de son papa. Les murs soigneusement érigés de Roland vacillèrent un instant. Passe-la-moi. Papa, dit la petite voix de Marley, tremblante, pleine de larmes. Quand est-ce que tu rentres? Les mauvais rêves ne veulent pas partir. Bientôt, mon cœur, promit-il en s'éloignant de l'entrepôt vers son véhicule dissimulé. Je travaille à rendre les choses sûres pour nous. Maman a appelé le téléphone de tante Penny, elle pleurait. Roland se tendit. Maman a appelé? Quand? Hier. Tante Penny ne savait pas que j'écoutais. Maman a dit qu'elle devait te parler tout de suite. Elle avait l'air effrayée. Bien sûr qu'elle l'était. Leur plan était en train de s'effondrer. Et elle le savait. Nora essayait de les localiser, peut-être pour terminer ce qu'elle avait commencé, ou effacer ses traces. Écoute-moi bien, Marley, dit Roland d'un ton pressant. Si maman appelle encore, tu ne lui parles pas. D'accord. Et tu préviens immédiatement tante Penny. Tu es fâché contre maman? Cette simple question, posée par sa fille, transperça sa pensée tactique comme une lame fine. Comment expliquer à une fillette de 6 ans que sa propre mère avait essayé de la tuer? C'est compliqué, ma chérie.
Mais je te le promets, quand tout ça sera terminé, je t'expliquerai tout. Après avoir rassuré Marley, Roland reconcentra son attention sur sa mission. Le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre à ce stade. De retour dans le petit appartement qu'il avait loué sous un faux nom, Roland ajouta les dernières photos de surveillance au mur d'épreuve. Son téléphone sonna, un appel direct sur sa ligne sécurisée. Seules 3 personnes possédaient ce numéro. Lionel? Que se passe-t-il? La voix du bibliothécaire était tendue. Quelqu'un a accédé à ton ancien compte mail. Ils essaient de retracer tes déplacements. Ward? Non. Le point d'accès, c'était l'ordinateur portable de Nora. Elle te traque, seule. Roland prit un instant pour analyser la situation. Tu peux la suivre? Déjà fait. Elle est au Westlac Hotel, centre-ville. Pas à ta maison. Elle se connecte au serveur sécurisé de StratSC après les heures de bureau. Elle télécharge des fichiers. Elle se prépare à fuir, conclut Roland, ou elle se constitue une assurance contre Ward. Une opportunité. Roland n'avait pas prévu ce retournement. Si Nora et Ward n'étaient plus en parfaite alliance, il pouvait exploiter cette fracture. Continue de la suivre, ordonna-t-il, et accélère le traitement des preuves financières. Je veux que le FBI commence à examiner ses comptes dès demain. Et pour l'homme de main de Ward? S'ils se sentent coincés, Lang pourrait devenir plus agressif dans sa traque de toi et Marley. La mâchoire de Roland se crispa. Qu'il essaie. J'ai affronté bien pire, dans des conditions bien plus dures. Changement de plan. Roland avait décidé. On va donner à Lang une cible, qu'il ne pourra pas refuser. Le parking à étage du centre-ville de Seattle offrait tout ce dont il avait besoin, plusieurs points d'accès, peu de caméras de sécurité, et suffisamment de béton pour absorber le son. Il se gara au 3e niveau, choisissant délibérément une place partiellement visible depuis l'entrée principale, mais hors champ des caméras. Puis il passa un appel, depuis le téléphone jetable que Lionel avait configuré comme dispositif de traçage. « J'ai ce que tu veux », dit Roland lorsque l'appel se connecta à la ligne privée de Nora. L'original, et toutes les copies. Roland. Sa voix était un mélange de soulagement et d'épuisement. Où es-tu? Il faut qu'on parle. Parking du Westlac Center, niveau 3. 1 heure. Il mit fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Elle ne viendrait pas seule, et c'était exactement le but. Mais Roland ne l'attendrait pas là-bas. Il s'était positionné à l'étage supérieur, avec une vue dégagée sur son propre véhicule. L'attente était la partie facile. Le combat lui avait appris la patience, l'immobilité parfaite, la capacité à prévoir des dizaines de scénarios tout en restant figé. 53 minutes après l'appel, une berline noire et élégante entra dans le parking. Elle fit un tour avant de se garer, 3 places après le leur. Le moteur resta allumé, le conducteur ne bougea pas. 7 minutes plus tard, une deuxième voiture arriva, l'Audi argenté de Nora. Elle se gara près de l'entrée, hésitante avant de sortir. Même à distance, Roland percevait la tension dans sa posture. Mais c'est la 3e arrivée qui confirma ses soupçons. Victor Lang, entrant à pied par l'escalier, se déplaçant avec l'efficacité calculée d'un prédateur. Il se posta derrière un pilier de béton, la main dans sa veste, là où une arme se dissimule. Ils avaient tendu un piège. Sans savoir qu'ils étaient eux-mêmes pris au piège. Roland activa le premier de ces dispositifs, une petite impulsion électromagnétique destinée à désactiver temporairement les caméras de sécurité déjà limitées et toute communication dans un rayon de 15 mètres. Nora s'approcha de la voiture leur, appelant timidement. « Roland? Tu es là ?» Lang sortit de sa cachette, cherchant à encercler le véhicule vide. C'était le moment que Roland attendait. Il déclencha le second dispositif, une série de flashbangs brillants qui éclatèrent autour des voitures. Désorientation garantie. Aucun dégât permanent. Dans la confusion, Lang tira 2 coups de feu vers la source du bruit exactement comme Roland l'avait anticipé. Ce chaos contrôlé permit à Roland de glisser jusqu'à sa sortie préalablement planifiée, sans être vu. En partant, il activa le dernier élément de son plan, une caméra miniature, installée plus tôt,
qui capturait la présence armée de Lang et ses tirs non provoqués. Au moment où le système de sécurité se réactiva, Roland était déjà à 3 pâtés de maison, regardant en direct, via un flux sécurisé, l'arrivée de la police alertée par des coups de feu. Lang avait fui. Mais il avait été clairement filmé par la caméra de Roland et par la caméra de circulation que Roland avait réorientée dans la matinée, précisément pour filmer la sortie du garage. Son téléphone vibra, message de Lionel. Reconnaissance faciale effectuée. On le passe dans le système maintenant. Le piège avait parfaitement fonctionné. Victor Lang était désormais identifiable, et surtout, sur les radars des forces de l'ordre. Plus important encore, sa réaction agressive venait de confirmer la théorie de Roland. Il ne voulait pas juste le trouver. Il voulait encore l'éliminer. 20 minutes plus tard, Lionel envoya les infos tant attendues. On le tient. Lang opère depuis un entrepôt dans la zone industrielle. Le même que sur tes photos. Envoie des coordonnées. Le piège se refermait. Lang venait de commettre sa première erreur sérieuse. Ce ne serait pas la dernière. L'appel sécurisé à Nora fut acheminé via un système de routage complexe, conçu par Lionel, impossible à tracer. Roland? C'est vraiment toi? La voix de Nora mêlait soulagement et anxiété. C'est moi, répondit-il, d'un ton neutre, ne laissant rien transparaître de la rage froide qui lui gelait la poitrine. Tu as essayé de me joindre? Dieu merci. J'étais morte d'inquiétude. La police ne fait rien. Ils pensent que tu as juste pris du recul après l'accident. Toi et Marley. Vous êtes en sécurité? Où êtes-vous? L'inquiétude dans sa voix semblait sincère, ce qui dégoûta encore plus Roland. Elle avait toujours été convaincante, c'est ce qui la rendait si efficace dans les négociations d'entreprise. On est vivant, dit-il, d'un ton plat. Pas grâce à celui ou celle qui a placé un explosif dans notre salon. Un silence. Puis. Un explosif? Roland, c'était une fuite de gaz. C'est ce qu'a conclu le service incendie. Arrête de mentir, Nora. J'ai vu le dispositif. Avant qu'on parte. Un autre silence. Plus long, cette fois. Si c'est vrai, alors quelqu'un nous a visés. C'est encore plus une raison pour que toi et Marley rentriez à la maison. Je peux vous protéger. Nous protéger? Roland laissa transparaître un soupçon de mépris dans sa voix. Comme tu as protégé le dossier Kingston? C'était un risque calculé, évoquer un dossier qui n'existait pas. Mais si Nora était impliquée dans la tentative de meurtre, elle serait extrêmement sensible à toute mention de preuves compromettantes. Sa réponse fut immédiate. Et révélant. Qu'est-ce que tu sais sur Kingston? La chaleur feinte avait disparu de sa voix, remplacée par une intensité tranchante, suffisamment marquante pour comprendre pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir me faire taire, répondit Roland, observant le logiciel d'enregistrement traquer les motifs de stress dans sa voix. La vraie question, c'est, jusqu'où Ward est-il au courant de tes arrangements séparés, Ward? Elia Ward. Elle tenta de feindre la confusion, mais le léger tremblement dans sa voix la trahit. Mon collègue. Quel rapport avec tout ça? C'est à toi de me le dire, Nora. C'est toi qui le rencontres à l'hôtel Arborview tous les jeudis depuis 4 mois. Une respiration plus sèche, plus aiguisée. Tu m'espionnais? Je savais, corrigea Roland, tout comme je sais pour les 12 millions de dollars qui ont transité par des comptes aux îles Caïmans et à Singapour. Roland, écoute-moi. La voix de Nora devint plus urgente, presque suppliante. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Je ne suis pas ton ennemi. Il y a des choses que je dois t'expliquer, en face. Comme pourquoi tu as mis un dispositif explosif dans notre maison. Ou pourquoi tu as dit à Ward que Marley était une perte acceptable. Quoi? Non. Le déni semblait sincèrement horrifié, mais Roland avait depuis longtemps cessé de faire confiance aux performances de sa femme. Je ne ferai jamais de mal à Marley, jamais. Roland, tu dois me croire. Comme je t'ai cru quand tu m'as dit que tu étais en voyage d'affaires, alors que tu étais en train d'organiser notre meurtre. Sa voix était calme, mais chaque mot tranchait comme un rasoir glacé. J'ai vu les mais, Nora.
Il nous reste quelques heures, ensuite c'est terminé. Il ne survivra pas. Et la gamine? On fera passer ça pour un incendie. Un silence tendu s'étira entre eux. Comment tu as eu ces messages? Finit-elle par demander, la voix à peine un souffle. Tu les as mis sur une clé USB, cachée dans la peluche de Marley. Tu as eu des remords? Ou c'était juste une couche de sécurité en plus? Ce n'est pas ce que tu crois. La voix de Nora avait changé à nouveau, abandonnant le masque de l'innocence. J'avais besoin de preuves. Une protection contre qui? Ton partenaire? Les autorités? Ou tu voulais juste t'assurer d'être la dernière debout quand tout s'écroulerait? Tu ne sais pas de quoi Ward est capable, cracha TL. Tu ne sais pas ce qu'il m'a forcé à faire. Je suis piégé, Roland. Et je suis censé croire que tu es la victime? Le rire de Roland fut bref, cassant. La même femme qui a orchestré un système complexe de blanchiment d'argent à travers des contrats militaires. Qui couchait avec son complice pendant qu'elle planifiait le meurtre de sa propre famille. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Insista Nora. Au départ, c'était rien. Juste détourner des fonds issus de contrats surfacturés. Personne ne se faisait de mal. Puis Ward en a demandé plus. J'ai essayé de me retirer. Sa voix s'éteignit. Il t'a menacé, compléta Roland, observant soigneusement l'évolution de la conversation. Il a menacé Marley, corrigea Nora. Il a dit que si je ne l'aidais pas à finir ce qu'on avait commencé, il s'assurerait que je perde tout. Y compris elle. C'était plausible. Ward avait tout du profil manipulateur capable d'exercer un contrôle par la menace. Mais cela n'expliquait pas les emails, ni les mots précis de Nora, ni la participation méthodique qu'elle avait eue. Ni l'explosif. L'explosif, insista Roland. C'était aussi une idée de Ward? Une hésitation. Elle lui révéla tout, sans avoir à répondre. Roland, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. De t'expliquer les choses en face. Pour finir ce que tu as commencé? Pour protéger ma fille. La voix de Nora se brisa. J'ai fait des erreurs terribles. Mais je n'ai jamais voulu que vous soyez blessés, ni elle, ni toi. La clé USB, je l'ai donnée à Marley parce que je savais que tu la trouverais si quelque chose m'arrivait. C'était une assurance contre Ward, pas contre toi. Roland en avait assez entendu. Que Nora dise une demi-vérité ou qu'elle tisse un nouveau mensonge élaboré, son implication était confirmée par ses propres paroles. Si tu veux protéger Marley, rends-toi. Avoue tout. L'argent blanchi. L'implication de Ward. Tout. Ils vont m'arrêter, protesta TL. Je vais tout perdre. Tu as déjà tout perdu, déclara froidement Roland. La seule question maintenant, c'est si tu choisis de faire face aux conséquences avec un minimum de dignité, ou si tu t'effondres avec Ward quand tout s'écroulera. Roland, une chose encore. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Marley. Si Ward ou ses hommes s'approchent d'elle, je te tiendrai personnellement responsable. Et tu sais de quoi je suis capable. Il termina l'appel, laissant sa menace suspendue dans l'air. La conversation avait confirmé ses soupçons. Nora cherchait à se distancer de Ward, peut-être même à lui faire porter tout le chapeau. Mais son aveu sur l'explosif prouvait sa complicité, au-delà du moindre doute. Roland transféra l'appel enregistré à Lionel, y ajoutant simplement. Elle panique. Accélère le calendrier. Il est temps de finir ça. Le QG de Strasse occupait 15 étages d'une tour étincelante en plein centre-ville de Seattle. Ce matin-là, la salle de conférence principale, au dernier étage, était prête pour une présentation majeure. Le briefing annuel de sécurité de Strasse à destination des clients militaires et gouvernementaux. Un timing parfait, pour ce que Roland avait planifié. Depuis un immeuble situé de l'autre côté de la rue, il observait la scène avec des jumelles à haute puissance. La salle se remplissait peu à peu d'officiers en uniforme, de représentants gouvernementaux et de cadres exécutifs. Nora était là, impeccable dans un tailleur anthracite, ne laissant transparaître aucun signe de sa récente détresse. À ses côtés se tenait Elijah Ward, grand,
confiant, posant parfois une main sur son coude, un geste qui pourrait sembler protecteur. Mais que Roland reconnaissait pour ce qu'il était, possessif. « Équipe en position », demanda Roland sur son canal sécurisé. Unité des crimes financiers du FBI entrant dans le bâtiment, confirma Lionel depuis sa camionnette de surveillance stationnée à 2 pâtés de maison. 6 agents, plus une équipe de criminalistique numérique. Ils ont les mandats pour tous les serveurs de StraSEC et les appareils personnels de Ward. Des représentants d'Interpol sont dans la salle de conférence comme observateurs, ils coordonnent avec le FBI pour les comptes internationaux. Équipe d'investigation de Channel 4 en approche, arrivée prévue dans 3 minutes. Une dénonciation anonyme sur des crimes financiers majeurs dans une entreprise de sécurité de premier plan. Trop alléchante pour être ignorée. Tout était prêt. 2 semaines de planification minutieuse, de collecte de preuves et de fuite stratégique aux bonnes autorités arrivaient à leur apogée. Activation de la phase 1, déclara Roland en appuyant sur un bouton de son ordinateur portable. Dans la salle de conférence de StraSEC, les écrans géants vacillèrent. À la place des images corporatives prévues, apparurent des relevés financiers, des échanges d'emails, des confirmations de virements, toutes les preuves du blanchiment d'argent orchestré par Ward et Nora, exposées au grand jour devant les représentants militaires et gouvernementaux rassemblés. À travers ces jumelles, Roland observa la salle plongée dans la confusion. Ward se jeta vers le panneau de contrôle, mais il était trop tard. Le système avait été verrouillé à distance par Lionel. Le visage de Nora pâlit. Son masque de contrôle, si longtemps rodé, s'effondra lorsqu'elle comprit exactement ce qui était diffusé. Phase 2, ordonna Roland. Au 12e étage, dans la salle des serveurs de StraSEC, les miettes numériques soigneusement plantées s'activèrent. Chaque appareil connecté au réseau reçut les mêmes preuves accablantes affichées dans la salle de conférence. Simultanément, les mêmes informations furent transmises aux appareils personnels de chaque membre du conseil d'administration, de chaque client majeur, et de chaque partenaire financier de StraSEC. L'équipe du FBI vient d'atteindre l'étage de la conférence, rapporta Lionel. Les agents d'Interpol se positionnent. La camionnette de Channel 4 vient de se garer devant l'entrée principale. Roland regardait, impassible, alors que les portes de la salle de conférence s'ouvraient. Et les agents fédéraux entrèrent, menés par une femme au visage sévère vêtue d'un costume sombre. Les représentants militaires étaient déjà debout, les visages tendus, partagés entre colère et stupéfaction. La réaction de Ward fut immédiate. Et désespérée. Il se jeta sur son téléphone, sans doute pour déclencher un plan d'urgence. Mais l'un des agents du FBI l'intercepta net. Nora, elle, au lieu de résister, s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. « Victor Lang ?» demanda Roland, les yeux fixés sur la scène qui se déroulait devant lui. L'équipe secondaire l'a interpellé dans l'entrepôt, il y a 30 minutes, confirma Lionel. Ils ont trouvé un véritable arsenal, dont certains composants identiques à ceux découverts dans votre maison. Il refuse de parler. Mais il n'en a pas besoin. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Roland s'autorisa un court moment de satisfaction glaciale, tandis qu'il observait les agents fédéraux passer les menottes à Ward et lui lire ses droits. Les caméras de Channel 4 captaient tout, l'arrestation, les visages choqués des clients militaires, les preuves accablantes toujours affichées sur les écrans de la salle de conférence. Nora est emmenée en détention, annonça Lionel. Elle ne résiste pas. À travers ses jumelles, Roland aperçut une dernière image de sa femme, conduite vers l'ascenseur par les agents. Un bref instant, elle tourna les yeux vers les fenêtres. Comme si elle sentait sa présence de l'autre côté de la rue. Son expression ? Un mélange complexe de défaite, de peur, et autre chose. Peut-être, la réalisation. La conscience douloureuse de s'être fait battre sur toute la ligne. C'est fini, dit Roland dans un souffle, abaissant les jumelles. Envoie le second dossier de preuve au bureau du procureur. Je ne veux laisser aucune place à des vices de procédure ni à un accord. Alors qu'il rangeait son matériel, le téléphone de Roland vibra. Un message. C'était Raven. Marley demande, quand est-ce que tu rentres? Qu'est-ce que je lui dis? Pour la première fois depuis des semaines, Roland s'autorisa à penser au-delà de la mission. Au-delà de la vengeance.
Dis-lui que je suis en route. Qu'on est en sécurité maintenant, répondit-il. Le palais de justice fédéral s'élevait tel une forteresse contre le ciel gris de Seattle. Ses colonnes de pierre et ses larges marches bondées de journalistes et de curieux. À l'intérieur, dans la salle d'audience numéro 3, Roland était assis au dernier rang, anonyme dans un costume sombre et des lunettes. Il observait Elijah Ward, escorté par les marshals américains. 2 mois s'étaient écoulés depuis les arrestations. 2 mois d'enquête, de compilation de preuves, d'audiences préliminaires. Aujourd'hui marquait le début de la sentence de Ward. Après l'échec de son accord de plaidoyer, Ward avait changé. Ses costumes hors de prix avaient été remplacés par l'orange carcérale. Sa posture confiante s'était affaissée, brisée par l'enfermement. Mais dans ses yeux subsistait ce froid calcul. Tandis qu'il balayait la salle du regard, croisant brièvement celui de Roland, sans le reconnaître. Les procédures se déroulaient avec une précision méthodique. La procureure exposa l'ampleur des crimes de Ward, avec une clarté dévastatrice. Votre honneur, le prévenu a été reconnu coupable de 27 chefs d'accusation fédéraux, incluant blanchiment d'argent, fraude électronique, détournement de fonds publics, conspiration en vue de commettre un meurtre, et tentative de meurtre. Elle désigna les écrans de preuve. Par un stratagème sophistiqué s'étalant sur 4 ans, M. Ward a détourné plus de 12 millions de dollars provenant de contrats militaires classifiés, mettant en péril la sécurité nationale, et trahissant la confiance placée en lui. L'avocat de Ward tenta quelques arguments faibles. Coopération, responsabilité diminuée. Mon client soutient qu'il a été manipulé par sa co-accusée, Madame Mercé, qui avait l'accès principal au compte. Mais la juge l'interrompit, le visage fermé. Maître, les preuves montrent clairement les empreintes numériques de M. Ward sur chaque transaction. Le jury a déjà rejeté cette défense. Alors que les recommandations de peine étaient présentées, Roland remarqua Lionel entrer discrètement et s'asseoir à côté de lui. Interpol vient de geler le dernier de ses comptes cachés à Macao, chuchota Lionel. 3,2 millions. Son fonds de secours est vidé. Roland hocha légèrement la tête. Un autre PAN du plan d'évasion méticuleusement bâti par Ward venait de s'effondrer. Depuis l'arrestation, les banques internationales avaient méthodiquement rompu les liens avec son réseau. Ses avoirs avaient été saisis. Sa réputation, détruite, grâce à des campagnes médiatiques minutieusement orchestrées, révélant non seulement ses crimes financiers, mais aussi son historique d'élimination de lanceurs d'alerte. Le prévenu se lèvera, ordonna le juge Mendez. Ward se leva. Les menottes tintèrent légèrement. Elijah Ward, cette cour a rarement été confrontée à des crimes d'une telle préméditation et d'un tel vide moral. Commença la juge, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Vous avez abusé de position de confiance, volé les contribuables, mis en danger du personnel militaire via des systèmes de sécurité compromis, et tenté de tuer une famille, un enfant inclus, pour dissimuler vos crimes. Ward serra les mâchoires. Mais resta muet. Il est donc jugé que vous serez confié à la garde du Bureau fédéral des prisons pour une durée de 150 ans. Vous purgerez cette peine dans l'établissement à sécurité maximale de Florence, Colorado. Sans possibilité de libération conditionnelle. Un murmure parcourut la salle. ADX Florence. L'Alcatraz des Rocheuses. La prison fédérale la plus redoutée. Isolement extrême. Sécurité maximale. En outre, vous êtes condamné à verser 18 millions de dollars de restitution, représentant les fonds volés, plus les dommages. Le regard de la juge ne vacilla pas. Monsieur Ward, vous avez utilisé votre intelligence et vos compétences pour détruire des vies. À présent, vous passerez le reste de la vôtre à méditer les conséquences de vos actes. Alors que les marshals l'emmenaient, Ward scruta la salle une dernière fois. Cette fois, Roland soutint son regard. Et, lentement, ôta ses lunettes. Un éclair de reconnaissance traversa le visage de Ward. Suivi d'un choc. Puis, d'une haine glaciale. Roland soutint son regard, impassible, jusqu'à ce que Ward disparaisse par la porte latérale. C'est la fin d'Elijah Ward, murmura Lionel en quittant le tribunal. De stratège d'entreprise à détenu Supermax. Quelle chute!
Il a eu exactement ce qu'il méritait, répondit Roland, la voix dénuée d'émotion. Quelqu'un qui ordonne le meurtre d'un enfant ne mérite ni la lumière du jour, ni la liberté. Cette nuit-là, alors que Roland parcourait les derniers reportages sur le procès de Ward, son téléphone sonna. C'était Raven. Marley a vu les infos, dit-elle sans préambule. Un élève lui a dit que l'ami d'affaires de sa maman allait en prison pour toujours. Roland ferma brièvement les yeux. Comment l'a-t-elle pris? Elle a des questions. Des questions auxquelles je ne peux pas répondre pour toi. Je serai là demain soir, promit Roland. Après la sentence de Nora. La voix de Raven se fit plus grave. Tu as eu ta vengeance. Ward est terminé. Nora le sera aussi. À un moment, tu vas devoir te concentrer sur la guérison de ta fille. Pas seulement sur sa vengeance. Ces mots frappèrent plus profondément que Roland ne voulait l'admettre. Depuis des mois, son objectif était unique, éliminer la menace. Punir la trahison. Mais Raven avait raison. Marley avait besoin de plus que de sécurité. Elle avait besoin de compréhension. Je sais, reconnut-il. Encore un jour. Et ce sera fini. Et j'ai trahi chaque principe que je prétendais défendre. Sa voix se brisa légèrement. J'ai laissé la cupidité et l'ambition me corrompre entièrement, au point de participer à un plan qui aurait pu tuer mon propre enfant. Elle se tourna légèrement, fixant Roland droit dans les yeux. Aucune excuse ne sera jamais suffisante. Aucune explication ne pourra justifier mes actes. Tout ce que je peux dire, c'est que, dans mes heures les plus sombres, j'ai tenté de laisser des preuves, pour les protéger, si je n'en étais plus capable. L'expression de Roland resta impassible. La clé USB avait effectivement été la tentative de Nora de se protéger, mais contre Ward. Pas pour protéger sa famille. Les preuves étaient claires. J'accepte la sentence que le tribunal imposera, conclut Nora, consciente qu'aucune punition ne pourrait égaler la douleur qu'elle avait causée, ni la confiance qu'elle avait détruite. Lorsqu'elle s'assit, Roland remarqua quelque chose qu'il n'avait pas anticipé, l'absence totale de sa famille. Ni les parents de Nora, ni sa sœur, ni ses amis proches n'étaient présents. Dans les semaines suivant son arrestation, il l'avait publiquement renié, incapable de réconcilier la femme qu'il pensait connaître, avec la criminelle calculatrice dévoilée au tribunal. Le juge étudia Nora longuement avant de prononcer la sentence. Madame Mercé, votre plaidoyer de culpabilité et votre coopération ont été pris en compte par ce tribunal. Cependant, la nature préméditée de vos crimes, et la trahison particulière que représente le fait d'avoir planifié des actes violents contre votre propre enfant, nécessitent des conséquences lourdes. Nora acquiesça légèrement, les yeux baissés. Vous êtes condamné à 75 ans de prison fédérale, avec évaluation psychologique obligatoire et suivi thérapeutique. Vous purgerez votre peine au centre médical fédéral de Carwell, sans possibilité de libération anticipée. La sentence en pratique une peine à perpétuité pour une femme de la fin trentaine, s'abattit lourdement dans la salle d'audience. Nora chancela légèrement, mais resta debout. De plus, poursuivit le juge, vous êtes déchu de tous vos droits parentaux concernant votre fille, Marley Mercé. La garde pleine et permanente est attribuée à son père, Roland Mercé. À ces mots, le masque de Nora se fissura enfin. Un petit cri blessé lui échappa alors qu'elle portait ses mains menottées à sa bouche. Madame Mercé, rares sont les crimes que la Cour examine qui combinent à la fois l'avidité financière et une trahison aussi profonde des liens familiaux. Aujourd'hui, vous perdez non seulement votre liberté, mais aussi le droit de vous appeler mère. Alors que les agents fédéraux s'apprêtaient à escorter Nora hors de la salle, elle se tourna vers Roland une dernière fois. Leurs regards se croisèrent au milieu de la foule. Les siens baignaient de larmes, les siens, froids et inflexibles. Dehors, devant le palais de justice, une marée de journalistes l'assaillit, hurlant des questions sur ce qu'il ressentait envers son ex-femme, s'il pourrait un jour lui pardonner, comment sa fille allait. Roland passa à travers sans dire un mot, Lionel à ses côtés pour lui ouvrir la voie. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent le calme relatif du parking souterrain que Roland parla. « C'est terminé, dit-il simplement. » Ça l'est, confirma Lionel. Ward et Nora passeront le reste de leur vie en prison. L'argent a été récupéré.
Victor Ling fait face à ses propres charges pour tentative de meurtre et autres crimes antérieurs. Maintenant commence la partie la plus difficile, murmura Roland, sa voix s'adoucissant. Aider Marley à comprendre. Reconstruire nos vies. Alors qu'il s'éloignait du tribunal, Roland sentit enfin le poids des mois passés commencer à se dissiper. Cette concentration obsédante qu'il avait portée jusque-là, identifier la menace, la neutraliser, obtenir justice, avait accompli son objectif. Il lui fallait maintenant retrouver le chemin pour redevenir un père d'abord, un protecteur ensuite. Le printemps s'installait doucement dans le chalet de montagne que Roland avait acheté comme nouveau foyer. Située à 50 km de la ville la plus proche, la maison offrait des vues panoramiques sur la forêt et les montagnes lointaines. Elle offrait à la fois la sécurité dont Roland avait besoin, et la beauté naturelle dont Marley avait besoin pour guérir. 4 mois s'étaient écoulés depuis la condamnation de Nora. 4 mois de reconstruction minutieuse. De nouvelles routines. D'apprentissage sur ce que signifie être père célibataire, d'un enfant qui, parfois encore, se réveillait en pleurant à cause de cauchemars d'explosion et de trahison. Roland se tenait sur la large terrasse, observant Marley jouer dans le jardin fraîchement planté, en compagnie de Penny. Sa sœur vivait désormais dans la petite maison d'amis sur la propriété. Son salon de tatouage fonctionnait dans une grange rénovée, où des clients venus de tout l'État venaient la consulter. Sa présence avait été cruciale pour aider Marley à s'adapter à cette nouvelle réalité. Elle se débrouille mieux avec les hauteurs, remarqua Raven en rejoignant Roland sur la terrasse. Elle lui tendit une tasse de café. Hier, elle a grimpé jusqu'au rocher de l'observatoire sans paniquer. Roland acquiesça. La peur des hauteurs de Marley s'était développée après l'explosion. Une réponse traumatique qu'ils affrontaient avec patience. Le thérapeute dit que ses progrès sont remarquables, répondit-il. Les enfants sont résilients, quand ils se sentent en sécurité. Raven faisait désormais partie intégrante de leur vie. Au départ venue pour assurer la sécurité de Marley, elle était devenue une amie, un soutien, une potentielle compagne. Une idée que Roland n'était pas encore prêt à envisager pleinement, mais qu'il ne rejetait plus automatiquement. « Et toi ?» demanda-t-elle, observant son profil. « D'autres balades nocturnes avec ton arme ?» La mâchoire de Roland se contracta légèrement. Elle l'avait surpris 2 fois, dans les premières semaines, en train de faire le tour de la propriété à 3 heures du matin, vérifiant les systèmes de sécurité déjà ultra-modernes. Plus depuis quelques semaines, admit-il. Le nouveau traitement aide. Le diagnostic de stress post-traumatique n'avait pas été une surprise. Avec son passé militaire et les récents événements, cauchemars et hypervigilance étaient presque inévitables. Ce qui l'avait surpris, c'était d'accepter l'aide. Mais pour Marley, il avait appris à reconnaître que ses propres blessures avaient aussi besoin de guérison. Penny prépare une sortie camping le week-end prochain, mentionna Raven. Juste jusqu'à la crête nord. Petite randonnée, une nuit sous les étoiles. Marley est impatiente. Roland esquissa un sourire. L'entraînement de survie continue. Je dirais plutôt, l'entraînement à être une enfant normale, corrigea doucement Raven. Même si Penny prévoit de lui apprendre à reconnaître les plantes comestibles, et allumer un vrai feu. Ce sont de bonnes compétences, approuva Roland, mais sans l'intensité qu'il aurait eu quelques mois plus tôt. Ils observèrent Penny montrer à Marley comment planter des graines de fleurs sauvages autour du jardin. Le rire de l'enfant s'élevait dans l'air printanier. Elle dessine à nouveau, dit Roland après un moment. Pas seulement des souvenirs d'avant. Des choses nouvelles. Des choses d'avenir. Plus tard, une fois Marley couché avec ses nouveaux livres, les adultes se réunirent dans le salon. Lionel posa un dossier sur la table basse. L'appel de Ward a été rejeté, annonça-t-il. À l'unanimité. L'épreuve était accablante. Il restera à l'ADX Florence jusqu'à la fin de ses jours. Roland hocha la tête, sans surprise. Et Nora ? Le visage de Lionel se fit plus grave. Elle coopère avec les enquêtes en cours sur Strates CCE et d'autres opérations. Apparemment, il y avait plus d'activités illégales que ce que nous avions découvert. En échange, elle a été transférée dans un établissement de sécurité moyenne. La mâchoire de Roland se serra. Une réduction de peine est-elle possible ?
Non, répondit fermement Lionel. Les termes de son accord sont clairs. Peu importe sa coopération, la peine minimale de 75 ans reste inchangée. Elle ne sera jamais libre. 8 mois après la sentence, la vie avait trouvé une nouvelle forme de normalité. Roland avait lancé une petite entreprise de conseil en sécurité, qu'il gérait depuis chez lui, lui permettant de rester auprès de Marley tout en utilisant ses compétences. Le studio de tatouage de Penny avait acquis une solide réputation. Raven avait intégré les pompiers locaux. Son appartement en ville se vidait peu à peu, ses affaires migrantes vers le chalet. Ce fut lors d'une des visites régulières de Lionel qu'il apporta le colis. C'est passé par les canaux officiels, expliqua-t-il, posant l'enveloppe scellée sur le bureau de Roland. Entièrement contrôlé par les autorités pénitentiaires. C'est de la part de Nora. Roland fixa l'enveloppe, l'expression fermée. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ils l'ont vérifié pour tout danger, mais ils ne lisent pas la correspondance légale. Après le départ de Lionel, Roland resta assis, l'enveloppe intacte devant lui. Une part de lui voulait la brûler. Ne pas la lire. Nora avait perdu tout droit de s'adresser à lui le jour où elle avait posé cet explosif dans leur maison. Mais une autre part, celle du stratège, savait que toute information était précieuse, peu importe sa provenance. Finalement, il ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, un seul document, une lettre non envoyée, de Nora à Elia Ward, datée de 2 jours avant l'explosion. Authentifiée par les autorités pénitentiaires, comparée aux autres écrits de Nora dans les dossiers de Strass et Roland commença à lire. Elia, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Pas comme tu le veux. Roland mérite la vérité. Pas un accident qui lui prendrait la vie, à lui et à sa fille. J'ai accepté les arrangements financiers, les contrats manipulés, même notre relation. Mais je n'ai jamais accepté le meurtre. Surtout pas de Marley. Je sais ce que tu vas dire. Qu'il est trop tard. Qu'on est allé trop loin. Qu'il n'y a plus d'issue, sauf d'avancer. Mais il doit y avoir une autre option. Roland est beaucoup de choses, mais il n'est pas déraisonnable. Si je lui explique, si je rends ce qu'on a pris. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Tu n'as jamais eu d'enfant. Tu n'as jamais vu quelqu'un te faire confiance totalement, comme Marley me fait confiance. Je ne peux pas trahir cette confiance. Pas même pour toi. Pas même pour ce qu'on a planifié. Je ne renonce pas à notre accord financier. Je veux toujours cette vie dont on a parlé. Mais je dois le faire à ma manière. Je dois au moins donner à Roland une chance de comprendre avant qu'on disparaisse. Je sais que tu n'aimeras pas ça. Je sais que tu diras que je suis faible. Mais certaines limites ne doivent jamais être franchies. Même pour des gens comme nous. Roland posa la lettre, des émotions complexes tourbillonnant en lui. Si elle était authentique et tout indiquait qu'elle l'était, alors Nora avait eu des doutes avant l'explosion. Pas assez pour arrêter. Pas assez pour prévenir. Mais assez pour formuler une hésitation. Cela changeait quelque chose. L'engin avait été posé. Le plan exécuté. Qu'importe ses doutes, elle avait choisi Ward et l'argent, plutôt que leur vie. Roland remit soigneusement la lettre dans l'enveloppe et se dirigea vers la cheminée. La partie rationnelle en lui voulait l'archiver, la ranger avec les autres preuves. Mais quelque chose de plus profond, de plus humain, réclamait la finalité. Il observa le papier prendre feu, se recroqueviller, noircir, puis se transformer en cendres. Peu importe l'élan de conscience tardive. Peu importe les mots écrits. Ça ne changeait rien. Et cela ne méritait aucun pardon. La justice avait été rendue. Et cela devait suffire. Le rire d'un enfant dehors attira son attention. À travers la fenêtre, il aperçut Marley et Raven revenaient de leur randonnée, chacune portant un petit panier rempli de fleurs sauvages et de bail. Marley parlait avec animation, ses mains s'agitant pour illustrer l'histoire qu'elle racontait, tandis que Raven l'écoutait avec un véritable intérêt. C'était cela qui comptait maintenant. Pas les regrets trop tardifs de Nora, ni l'incarcération de Ward, mais bien la vie qu'elles étaient en train de reconstruire à partir des décombres de la trahison. Le centre communautaire bourdonnait d'activité.
Le festival de printemps avait rassemblé des familles venues de tout le comté. Des bannières éclatantes pendaient aux poutres du plafond, des artisans locaux exposaient leurs créations dans des stands en bois, et des enfants filaient entre les attractions avec l'énergie inépuisable de la jeunesse. Roland se tenait près de la table des rafraîchissements, observant Marley participer à un projet artistique collectif. À 7 ans et demi, elle avait grandi. Son visage avait perdu une partie de sa rondeur enfantine, mais c'était son attitude qui révélait le véritable passage du temps. Son sourire facile, sa manière assurée d'interagir avec les autres enfants, l'absence de ce regard hanté qui avait longtemps assombri ses yeux après l'explosion. Elle s'épanouit, observa Raven en le rejoignant, 2 cafés à la main. Elle lui tendit l'un d'eux. Madame Henderson dit qu'elle est l'une des élèves les plus investies de sa classe. Roland hocha la tête en acceptant le café. Les cauchemars ont presque cessé. Justin, ce mois-ci. Cela faisait presque 1 an depuis la condamnation. 15 mois depuis l'explosion qui avait anéanti leur ancienne vie. La guérison était venue par petites touches. Le premier véritable rire de Marley, sa volonté de dormir sans lumière, sa capacité à parler de Nora sans fondre en larmes ni sombrer dans la confusion. Des nouvelles de l'appel, demanda Raven d'une voix basse. Refusé, encore une fois, répondit Roland, son expression restant impassible. L'avocat de Nora avait tenté de plaider que de nouvelles preuves montraient qu'elle agissait sous la contrainte, mais le juge n'y avait pas cru. Tant mieux, répondit Raven, simplement mais fermement. Depuis qu'elle avait emménagé dans la cabane, elle était devenue la plus farouche protectrice de Marley, un mélange de gardienne, d'enseignante et de figure maternelle, qui ne pardonnait rien à ceux qui avaient blessé l'enfant qu'elle avait appris à aimer. À l'autre bout de la pièce, Penny montrait des motifs de henné sur son stand, une file d'adolescents enthousiastes attendant leur tatouage temporaire et délicat. Lionel était assis non loin, censé surveiller la table d'échange de livres, mais en réalité, il gardait un œil vigilant sur l'ensemble du rassemblement, les vieux réflexes de surveillance mourant difficilement dans leur famille peu ordinaire. « Papa, regarde ce que j'ai fait !» s'écria Marley en courant vers eux, brandissant une œuvre colorée. Une scène forestière avec une cabane entourée de personnages représentant leur foyer. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Roland, sincèrement impressionné par les détails. « C'est nous tous à la cabane ?» Marley hocha vigoureusement la tête. « C'est toi, Madame Raven, Tata Penny avec ses tatouages, Tonton Lionel avec ses livres, et moi avec Félix au milieu. » Félix, le nouveau chiot que Penny avait ramené 2 mois plus tôt, soi-disant pour la sécurité, mais de toute évidence, c'était une thérapie pour Marley. Le croisé berger allemand était rapidement devenu le compagnon inséparable de la fillette. Au fil de l'après-midi, Roland se retrouva entraîné dans des conversations avec les membres de la communauté. Il discutait d'amélioration de sécurité pour l'école locale, donnait des conseils sur la sécurité en forêt pour le programme de camp d'été. Doucement, prudemment, il se réintégrait dans un monde au-delà du cercle étroit de protection qu'il avait tracé autour de Marley et de lui-même. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Marley courut en avant vers Penny, qui rangeait son stand, impatiente d'aider sa tante à porter les affaires jusqu'à la voiture. Roland et Raven les suivaient d'un pas plus mesuré. « Tu aurais pu les tuer, » dit Raven, calmement. Elle reprenait une conversation qu'ils avaient déjà effleurée, sans jamais l'avoir pleinement abordée. « Avec tes compétences, tes contacts, personne n'aurait su. » Roland regarda Marley rire avec Penny, le son résonnant à travers le centre communautaire. C'était pire pour eux. Et mieux pour nous. Raven étudia son profil. Parce qu'ils doivent vivre avec ça. Comme nous. Roland se tourna pour croiser son regard. La mort aurait été rapide. Définitive. De cette façon, la justice continue. Chaque jour, il se réveille dans ses cellules. Et Marley peut grandir en sachant que le système peut fonctionner. Que les mauvaises actions ont des conséquences à la hauteur de leurs crimes. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Raven hocha lentement la tête. Je crois que je comprends. Et puis, ajouta Roland, sa voix prenant une teinte glaciale qui n'apparaissait qu'en parlant de Nora et de Ward. Vivre avec la perte est plus difficile que de mourir. Ils ont tout perdu. Liberté, réputation, avenir. Je voulais qu'ils ressentent cette perte chaque jour.
comme il voulait que nous ne ressentions plus jamais rien. « Papa. On peut prendre une glace en rentrant » s'écria Marley en revenant vers eux, la laisse de Félix à la main, le chiot bondissant à ses côtés. Roland sourit, un sourire qui atteignait enfin ses yeux, comme rarement auparavant. « Je pense que c'est une excellente idée. » Tandis qu'il marchait vers le parking, Marley gambadant en tête avec le chiot, Roland ressentit un sentiment d'achèvement qui n'avait rien à voir avec la vengeance, et tout à voir avec l'avenir qu'il construisait. Ils n'avaient pas seulement survécu. Ils avaient terminé ce que d'autres avaient commencé. Et ils se souvenaient, non pas seulement de la trahison, mais de la force qu'ils avaient trouvée dans son sillage. C'était suffisant. C'était tout. Hashtag learning. Oh my god, he might actually get above 0. Alright, it's time to get a flint. Now I got all in. Okay. I wish you nothing but luck. That might be a sign, bro. That might be a sign. No chance. Bro, I got both of my feet, I think, got chewed up by bugs. I'm so itchy on my feet. Horrible place to get bit, by the way. Oh my god. Ladies and gentlemen of the chat room, we've done it. 71, hey! You guys are on the up, dude. Gamers? Gamers? We've done it. Instapause. For those who voted yes, congratulations. Now it's time to ask, will we make it to the end? Oops. Sorry about that. Yes. Yes. Or no. No. You guys have 30 minutes to vote. Create and start. It's gonna snow Sunday. Okay. Oh my god, we found the fortress. Dude, that's such a breath of fresh air after the last world. Holy shit, dude. We're speedrunning. We're literally speedrunning. Oh, I'm kind of nervous because, like, I need to trade first. Oh shit, what's up? Ow! Oh my god. Insta hits me. Okay, are we okay? I think we're fine. Hear more. I'm scared. I got scared. Okay. I have to remember you guys can also fucking get me killed here, so I have to be a little... Oh, I didn't bring my shield. Yeah, I should have done that.
See, dude, if you went all in there, Soda, that would have been everything. Oh my god, I see it. Okay, I have to be a little strategic here. Yeah, I wasn't really fully prepared to go into the Nether. I should probably go back. Methinks. Damn, no. Yeah, we're gonna go back. Because I need gold armor. And just more gold in general. So that I can trade for the fire potions. So that then